Le lendemain, une agence de presse occidentale recevait une enveloppe contenant des photos polaroïdes. Dans un court message, les ravisseurs énonçaient leurs exigences. Ils étaient prêts à supprimer les otages si l'Union soviétique n'intervenait pas auprès de son allié syrien qui avait lancé une offensive au nord du Liban. La Syrie tentait à l'époque d'expulser les Palestiniens favorables à Arafat. Tout ça a été commandité par le mouvement de Yasser Arafat. Yasser Arafat était considéré comme un allié de l'URSS. Moscou le couvait depuis des années. L'idée même d'une possible trahison du chef de l'OLP plongea les soviétiques dans un état de choc. Arafat savait que nous avions de l'influence sur le gouvernement syrien. Il avait décidé d'enlever nos diplomates pour faire pression sur Hafiz al-Assad, afin d'arrêter les massacres au nord du pays. Et c'est ce qui s'est passé. Gorbatchev a envoyé un télégramme au président syrien et la guerre a été arrêtée. Comme beaucoup d'autres représentants diplomatiques à Beyrouth, les soviétiques découvrirent que les kidnappeurs ne relâcheraient pas facilement leur proie. Les otages étaient détenus quelque part au beau milieu des ruines de la capitale libanaise. Il y avait une petite fente sous la porte et Oleg s'allongeait toujours devant pour y coller l'oreille. Un jour, il a changé du tout au tout. Il s'est relevé bouleversé. Il avait le teint blême, les yeux vitreux et la bouche qui tremblait. Il s'est assis dans un coin et il est resté sans parler. Je lui ai dit « Oleg, qu'est-ce qui t'arrive ?» Il m'a répondu qu'ils avaient tué l'un des nôtres. Son corps avait été retrouvé dans un stade à Beyrouth et il menaçait de nous descendre dans les 24 heures. Ce n'est pas ce qu'on fait de plus gai comme nouvelle. On s'est couché et on est resté longtemps à regarder le plafond. On faisait nos adieux à la vie. La nouvelle parvint au siège des services de renseignement du KGB à Moscou. À l'évidence, les dirigeants soviétiques n'avaient pas le choix. Le KGB devrait libérer les otages à tout prix et par ses propres moyens. Dans ces cas-là, il ne faut pas perdre son sang-froid ni tergiverser. Il faut réfléchir vite. On a reçu un télégramme et on m'a appelé à 3 heures du matin. J'étais en train de faire la sélection des hommes que j'allais choisir pour la mission, tout en enfilant mon pantalon. Une équipe spéciale fut mise sur pied à l'ambassade soviétique de Beyrouth. Ayant entraîné la plupart des terroristes du Moyen-Orient, les services de renseignement soviétiques disposaient de contacts de premier ordre. En moins de 15 jours, ils réussirent à identifier les ravisseurs et l'emplacement exact de leur quartier général. Et ils passèrent à l'action. À ce moment-là, je me souviens que j'étais là, en reportage, devant l'ambassade. J'ai été surpris par une voiture qui sortait précipitamment, avec à bord des hommes armés jusqu'aux dents. Nos services avaient réussi à identifier les responsables de l'enlèvement. Quelqu'un de notre ambassade est allé les voir en posant un ultimatum. Si nous n'étions pas libérés sous 48 heures, les ravisseurs le paieraient cher. 48 heures plus tard, nous étions toujours prisonniers. Les soviétiques tinrent parole.
La négociation n'était plus à l'ordre du jour. 4 des kidnappeurs libanais se retrouvèrent mystérieusement kidnappés à leur tour. La méthode utilisée, bien que brutale, s'avéra plus efficace que les interminables négociations habituelles. Le chef des ravisseurs a reçu un paquet dans lequel il a trouvé la tête et d'autres parties du corps d'un de ses hommes. C'est une forme de pression psychologique. Si vous tuez nos hommes, on tue les vôtres. Je comprends qu'on ait recours à ce genre de méthode. Quand rien d'autre ne marche, il faut faire pression au maximum. Pourquoi être gentil avec des terroristes? À cette époque, des otages français, britanniques et américains étaient également détenus au Liban. Les méthodes soviétiques impressionnèrent beaucoup les services occidentaux. Pourtant, aucun de ces services ne les appliqua. Les soldats des pays démocratiques doivent obéir à leurs officiers qui ont fait Saint-Cyr ou Sandhurst. Et ce n'est pas là qu'on apprend à découper les gens en morceaux. Jamais les soviétiques ne reconnurent publiquement les faits. Le lendemain, un messager spécial fut dépêché auprès du cheikh Fadlallah, chef du Hezbollah. Cette fois, la demande soviétique était devenue incontournable. On lui a demandé d'user de son influence sur le Hezbollah pour nous aider. Sans quoi, on réduirait à néant toutes leurs bases au Liban, et en particulier celle de la plaine de la Bekaa. Ça a produit de l'effet. Il a passé la main dans sa barbe et il a dit « Si Dieu le veut, vos hommes rentreront bientôt chez eux. » Et 24 heures plus tard, ils étaient chez eux. Après une détention d'à peine un mois, les otages soviétiques se retrouvèrent les yeux bandés sur un terrain vague de Beyrouth. On a enlevé le bandeau qu'on avait sur les yeux et on a vu qu'on était en ville au milieu d'un terrain vague. Il n'y avait personne. On a réussi à s'orienter et on est parti en direction de l'ambassade. D'abord lentement, puis en courant de plus en plus vite. À l'ambassade, on célébra leur libération à coups de champagne et de vodka. Beyrouth les salua par des salves de fusils tirés en l'air. Je me souviens qu'à la libération des otages soviétiques, la rue était pleine de douilles qui tombaient du ciel comme de la pluie. Les soldats tiraient des salves depuis les 4 chars postés devant l'ambassade. Les otages survivants furent ramenés à Moscou. Le pouvoir soviétique les décora en leur intimant l'ordre de tout oublier. Mais en URSS même, une nouvelle forme de terrorisme, à la fois politique et criminel, s'installait, comme ce détournement d'avion. La lente dégénérescence de l'Union soviétique avait commencé. La situation provoqua un nouveau développement des forces spéciales. À la fin des années 80, le Spetsnaz réunissait quelques 100 000 hommes.
La montée des mouvements nationalistes changea également la donne. Les différentes républiques soviétiques y voyaient une occasion de fuir la domination russe et d'exiger leur indépendance. Gorbatchev, refusant le débat, préféra envoyer le Spetsnaz. Douchanbe, Tbilissi, le Karabakh, Bakou, nos unités spéciales se sont rendues partout où il y a eu des problèmes. Je pense au groupe Alpha et Wimpel, nos collègues du service des renseignements à l'étranger. Voilà pourquoi on faisait appel à nous. Déjà à l'époque, on comprenait que ce n'était pas à nous de faire ce boulot, mais aux politiques. On se servait de notre force pour frapper ce qui gênait le pouvoir central. Et c'était à chaque fois de pire en pire. Au début de 1991, le problème des nationalismes atteignit son paroxysme à Vilnius, capitale de la Lituanie. Un parlement démocratiquement élu annonça que la petite république balte quittait l'URSS. Le 11 janvier, Moscou riposte et envoie le groupe Alpha, le Spetsnaz du KGB. Comme d'habitude, aucun ordre n'est transmis par écrit. Cela ne se faisait pas, parce que le Spetsnaz n'avait aucun statut légal. C'était le comité central, ou Gorbatchev, qui donnait les ordres. On sentait bien, passez-moi l'expression, qu'ils allaient nous baiser. Ils nous embarquaient dans un truc très grave. Et ils étaient prêts à nous laisser tomber si ça tournait mal. Le lendemain, le Spetsnaz intervient. Pendant que l'armée régulière canalise la population, les forces spéciales écrasent les rebelles. Вот это и есть бригада, которая заняла по-настоящему. И они очень браво, конечно, выходили как герои оттуда, и потом тоже им ребята там стали со стороны кричать, в нашу сторону сразу выстрелили. Au cours d'assauts sanglants, un membre du Spetsnaz est tué. Les choses auraient pu en rester là, mais la perestroïka autorisait une plus grande liberté de la presse. Les journalistes posèrent des questions bien embarrassantes. Quelle était donc cette mystérieuse unité envoyée en Lituanie? Gorbatchev affirma qu'il n'en savait rien. Qui était cet officier du KGB mort à Vilnius? Non, il n'était pas en mission officielle en Lituanie, répondirent les autorités. Jeigu specialistas kaip reikia.